Moi, mes calculs, je les ai automatisés. Parce que dès qu'on a plusieurs années comme cela de compte de résultats, chaque fois à refaire tous les calculs manuellement, vous en avez pour des heures. Imaginez que là, je vous rajoute encore 4 ou 5 ans de plus et on pleure. Donc, la première chose que je fais quand j'ai un document de ce type-là, je regarde si d'une année sur l'autre, et ce qui serait plutôt assez normal, je retrouve les mêmes intitulés. Et par exemple, si vous regardez du côté du produit, vous voyez que pour chacune des années, c'est toujours les mêmes éléments qui ont des chiffres. Je vérifie du côté des charges. La règle va être respectée la plupart du temps. Le seul endroit où vous avez une petite pardon, différenciation d'une année sur l'autre, c'est la ligne que j'ai mis en surgras. Et c'est l'année N-2. Pardon. Donc ça tombe bien, c'est l'année sur laquelle je vais porter toute mon attention. Alors j'ai une partie quand même de mon travail qui a pu être sauvée. J'ai calculé les soldes intermédiaires de gestion. Enfin, si vous voulez, je vous fais la démo. Je supprime mes calculs des années N-1 et N. Vous voyez là, j'ai le travail en cours. J'ai rempli uniquement l'année N-2. Eh bien, ce que je vais faire, maintenant que je me suis assuré que toutes les années de compte de résultats, c'est les mêmes intitulés qui reviennent, que j'ai bien fait mon année N-2, je duplique les calculs en tirant vers la droite. Donc en fait, là où j'ai fait très attention, c'est l'année en fait, où tous les intitulés ont été les plus complets. Donc j'ai rempli toute mon année N-2, je suis arrivé tout en bas de mes calculs ici, et hop, j'ai tiré vers la droite, j'ai tout dupliqué. Ce qui me fait souvent dire comme ça que finalement c'est plutôt assez simple et assez rapide comme travail. Je fais en fait de là, pour le coup, vraiment de l'abattage. Est-ce que vous m'avez suivi? Mais comment vous faites pour que ça reprenne les chiffres qui est dans qui sont dans l'autre tableau? Ah, mais c'est toute la magie. Et ce que je fais, je vous montre une petite démo. Je me mets ici et je vais aller me chercher la production vendue de l'année N-2. Regardez, je vais dans mon onglet, vous voyez ici, exercice imprimerie rémoise, et j'ai mon énoncé. Je clique ici, production vendue, et vous voyez ici, dans la petite zone de saisie, ça me met égal, apostrophe, exo imprimerie. Ça va me donner la référence de ma cellule dans une autre feuille de calcul. Je valide, et vous voyez, je reviens sur la feuille où j'avais mes calculs en cours, et ça m'a bien remis ma production vendue. Et Personnellement, je copie toujours le tableau des données sur la même feuille. oui, Comme vous ça, faites tu bien. arrives, ouais, t'arrives mieux à suivre, Amina, si jamais. Quand Ouais, tu pareil, cliques j'ai sur fait la la même chose. cellule, ouais. Alors, Je ça, n'ai c'est bien. Quelquefois, on a besoin aussi d'avoir des onglets parce qu'on fait des choses un peu différentes à chaque fois. Moi, j'aime bien, vous avez vu sur mes corrections, effectivement, incruster dans une partie de mon écran l'énoncé avec mon compte de résultats ou d'autres choses, et puis garder une autre partie où je fais le calcul. Et puis des fois, quand c'est très très important, que j'ai plein de tableaux partout, je vais consacrer une feuille à chaque tableau. Et puis, pour revenir à ce que je montrais à Amina, quand je tire vers la droite, vous voyez, j'ai les productions directement qui s'incrémentent, qui vont se calculer. Donc ça, c'est le côté pratique d'Excel. J'ai tendance à dire, en analyse financière, mais comme dans beaucoup de domaines, Excel est mon ami. Excusez-moi, Oui, je vous vous écoute. avez fait, enfin, j'ai compris pour le 60 400, vous l'avez pris dans une autre feuille, là, l'autre feuille de compte-résultat, et puis ça s'est mis là. Mais comment ça se fait que quand vous tirez, en fait, il se calcule? Comment ça Alors se ça, fait? c'est ce qu'on appelle le système incrémental d'Excel. C'est-à-dire que Excel a l'avantage, c'est quand vous tirez vers la droite, je vais vous refaire la manip si vous voulez, en prenant directement ce qu'on a ici sous les yeux. Donc je reprends ma cellule 60 400, et quand je tirerai vers la droite, vous voyez, j'ai le petit point noir dans l'angle, je le saisis avec ma souris, et quand je tire vers la droite, Excel comprend qu'il faut chercher ce qui est dans la cellule plus une à côté. Vous Ah, voyez, il l'a fait tout seul. de la feuille du compte-résultat, en fait, il va chercher. D'accord, ok. Et je peux faire la même chose en tirant vers le bas.
là, je lui dis, voilà, Excel va me chercher la ligne n plus 1 juste en dessous. Et vous voyez, je pourrais, comme ça, dupliquer mes calculs. Ok, ok, d'accord. Merci. Voilà. Et je suis en train de détruire ma feuille maintenant, en faisant ça. Voilà, j'enlève tout ça. Donc ça, c'est une fonction sur Excel qui est hyper intéressante parce que vous pouvez brasser comme ça des dizaines de colonnes de chiffres sans à chaque fois revenir faire le calcul. Maintenant, je vais faire mes fameux tableaux de variation. Donc, je vais regarder comment je passe entre n-2 et n-1 et comment je passe de n-1 à n. Et puis, je me ferai ma colonne passage entre n et n-2. Alors, ce que je vous mets en haut, c'est vraiment des dates, hein, ce n'est pas une formule de calcul. C'est simplement dire, voilà, je vais avoir mes variations. Là, je vous le mets en toutes lettres. Taux de variation de mon affaire. Et je vais me calculer ça. Je vais commencer par faire mon calcul pour la période. Donc, je vais même mettre ici. Je vais dire pour la période qui va de n-2 à n, je prends la valeur de la production vendue pour n, je lui retranche la valeur de cette production vendue n-1 divisé par la valeur n-1. Et alors là, j'ai un truc bizarre qui apparaît. Pour le coup. Pour mettre entre parenthèses. Ouais, j'ai la parenthèse, je voulais pas la faire, mais la division est prioritaire. Voilà. Alors voilà, j'ai 0,30 qui apparaît. Je vais le mettre en pourcentage, parce que c'est plus joli. Je me garde une petite décimale. Maintenant que j'ai ceci, eh bien, je vais dupliquer mon calcul vers le bas. Je vais l'automatiser. Je prends de nouveau ma petite encoche et je tire vers le bas, jusqu'en bas, tout en bas, tout en bas. Et là, vous voyez que j'ai tous mes pourcentages qui sont calculés. Je ne m'embête pas à le faire à la main. Par contre, et vous aurez raison de dire, c'est pas très propre, parce qu'il y a des endroits, vous voyez, j'ai des lignes qui étaient vides. Le calcul, c'est fait. Maintenant, je fais le ménage. J'enlève tout ce que je ne veux pas, qui ne fait pas joli. Alors pour l'instant, je n'interprète pas de chiffres, hein, je fais vraiment le calcul au kilomètre. Voilà, j'ai fait tous mes calculs pour cette période qui va de n-2 à n. Et est-ce que vous avez vu le truc? Je vais faire plus fort. Certains qui déjà utilisent Excel ne vont pas être surpris. Je vais faire le calcul de variation entre n-2 et n-1. Donc, je prends le montant n-1, de nouveau le montant n-2, le tout divisé par n-2. Et je demande à avoir un pourcentage. Voilà, j'ai 11,6% de croissance. Eh bien, je vais faire exactement ce que je viens de vous montrer il y a quelques minutes. Je tire vers la droite, comme ça il me fait tout seul le calcul de variation entre n-1 et n. Et ces deux calculs pour mes deux périodes, je le duplique en tirant vers le bas. Et je vais tout en bas. Et paf, c'est fait. Tous mes calculs sont faits. Et je fais mon ménage comme je viens de vous le montrer. Alors, je pense que là, vous voyez, ça va très vite hein, quand je fais comme ça. Il faut juste que tout début, je me sois assuré quand même que ce qui est dans les comptes de résultats chaque année, c'est bien la même chose, qu'il n'y ait pas de grosses innovations qui apparaissent. J'ai presque terminé mon ménage et je suis à vous pour la suite des aventures. Voilà.
est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai fait mon calcul de pourcentage, vous voyez, et là, ça va très vite. En à peine quelques minutes, j'ai fait mon tableau. Maintenant, les SIG, je ne vais même pas les regarder. Les variations vont être beaucoup plus intéressantes. Je vais partir du bas. C'est ma porte d'entrée. Et je dirais, je suis face à une entreprise, une imprimerie, marché traditionnellement très concurrentiel, mais une entreprise qui a des ambitions et qui a su trouver aussi des niches. Par exemple, une de ces niches qui est pour elle très intéressante, où elle est leader sur le marché, c'est l'impression de tout ce qui peut être chéquier pour les banques. Ce que je vais constater, c'est que j'ai une entreprise qui est bénéficiaire, résultat positif, et résultat qui est en augmentation sur la période que l'on étudie. 227% d'augmentation du résultat du bénéfice entre N-2 et N. Et comme vous l'avez vu précédemment avec moi, ces 227%, eh bien, il y a deux situations. Et il y a une première période avec une très forte augmentation du bénéfice, 290%, suivie d'une période où eh bien, on a un tassement, une légère baisse. On a perdu 16% de bénéfices entre N-1 et N-2. Là, vous voyez, j'ai la sortie de ma boîte noire. Que les chiffres ici viennent vous conforter. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai une question. Oui. C'est ce qu'on peut appeler la croissance de l'entreprise ou... Alors là, c'est la croissance du bénéfice. D'accord. La croissance de l'entreprise, quand on parle communément, j'ai une croissance à 3 chiffres, etc. Alors, il faut faire attention parce que le discours qui accompagne l'analyse financière est ce que j'appelle, moi, toujours un discours de communicant, pour ne pas dire des fois un discours politique. Donc, c'est comme les chiffres qu'utilisent les hommes politiques, on présente toujours ce qui est un autre avantage. Donc, vous voyez, si vous êtes un associé, je vous dirais, oui, on a connu une grosse croissance. Derrière, tenez, mon bénéfice a fait 227% d'augmentation en 3 ans. Et là, j'espère vous avoir convaincu d'investir dans une entreprise. D'accord. Si je suis honnête, déjà, je dirais, peut-être c'est un dessin en 2 périodes, en disant, on a connu une période de forte augmentation il y a quelques temps en arrière. Mais bon, cette année, ça s'est mal passé. Mais je le relativise. Et puis, moi j'aurais tendance à dire, la vraie croissance, c'est peut-être hors élément exceptionnel. Parce qu'il suffirait que j'ai vendu un peu d'équipement en faisant de la plus-value, ou que j'ai gagné un gros procès, et je peux améliorer mon bénéfice final. Donc, voilà, il faut faire très attention. Là, le discours est très. C'est pas pour rien qu'on enseigne une matière qui s'appelle la communication financière. Alors, je remonte tout en haut, parce que maintenant, ça y est, vous voyez, j'ai mes pourcentages, je peux les utiliser. Et là, je pense que je vais répondre à votre question plus précisément. Qu'est-ce que je constate? Et là, c'est beaucoup les pourcentages qui vont être mis en avant. C'est que, je vais vous mettre un peu de couleur, c'est que vous voyez ici que la production de l'exercice a augmenté et a plutôt bien augmenté sur une grande période, puisque l'on a 30% d'augmentation de la production de l'exercice. Et que vous voyez que dans les 2 périodes, on a une première période avec presque 13% d'augmentation et une accélération de cette augmentation la période suivante où on est à un peu plus de 15,6%. D'accord? Chaque année, on a fait un peu plus, mais on fait surtout plus la dernière année. Vous me suivez toujours? Alors, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, je vais rester sur la production, parce que les 2 éléments qui sont ici vont commencer à me donner des pistes. Première chose, l'augmentation de la production de l'exercice s'explique par une augmentation de la production vendue, qui augmente de 3,1%. Et là, vous voyez, c'est légèrement un peu différent de ce qu'on vient de voir. L'augmentation sur la première sous-période est de 11,6%. C'est moins rapide que la production de l'exercice.
Et sur la deuxième sous-période, eh bien, en fait, on a une croissance qui est plus rapide que celle de la production de l'exercice. Et en fait, l'explication, c'est ici que vous la trouvez. La production stockée. Vous êtes face à une entreprise qui, sur la période, a augmenté de 33% la production stockée. Elle en a eu beaucoup dans la première sous-période et un tout petit peu, mais beaucoup moins, sur la deuxième sous-période. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela, ça veut dire que j'ai sans doute un premier point qui est délicat pour l'entreprise. C'est une entreprise qui connaît de la croissance et entre N-2 et N-1, vous voyez qu'elle a stocké et quand elle a encore augmenté sa production, elle a stocké encore un peu plus. Mais si je résume les choses, vous avez 5100 qui ont été stockés en N-2. En N-1, vous remettez 6500 en stock. J'arrive donc à 11600. Et en N, vous rajoutez encore 6008 à ce stock. Et vous passez cette fois-ci à plus de 17 000 en stock. Sauf que là, on est en kilo euros. Ça veut dire qu'il y a pour 15 millions en stock. Vous m'avez suivi? Donc là, j'ai un point d'alerte. Excusez-moi. Elle stocke, mais elle ne déstocke pas. J'ai. Oula. Oh, pardon. Là, je ne sais pas ce que je fais. Vous m'entendez? Allô? C'est beaucoup mieux là. J'ai une petite question en fait. Pour la production stockée, vous avez dit que de N-2 à N-1, vous avez fait une accumulation, mais ce n'est pas plutôt la production stockée de l'année? C'est un cumul sur les 3 ans? Alors, je vais vous mettre mes chiffres ici. Comme ça, on peut faire une addition en même temps. La première, en N-2, j'ai mis dans mes stocks 5100 de production non vendue. L'année suivante, j'ai 6500 de ma production de l'année qui n'est pas vendue, qui rejoint les stocks. L'année suivante, j'ai 6800 de ma production N qui est stockée, qui rejoint également les stocks. Au final, vous avez 18 400 qui sont venus se rajouter au total des stocks en 3 ans. Et moi, j'ai compris la question de Nice, parce qu'en général, le stock, ce n'est pas la valeur totale du stock, ce qui voudrait dire qu'entre genre N-2 et N-1, il n'y a que eu 1400 d'augmentation de stock. Ah non, pas. Ça, c'est un compte de résultat, c'est pas cumulé, on est d'accord, parce que chaque année, le profit and loss, il se remet à zéro. Mais pour moi, c'est la position à chaque. Ça peut pas être le flux, parce que si c'est le flux, ça veut dire que pour N-1. Si, c'est le flux. C'est pas le stock, vous l'avez dans le bilan. Ça, c'est un flux qui vient alimenter votre compte de stock. Sur votre total en N-2 de 65 500 de production, 5100 n'a pas été vendu. Rejoint le stock. Et n'en sort plus. L'année suivante, 73 900 de production, 6500 rejoint le stock. Même chose année N. Et ça, c'est le flux qui vient alimenter votre stock. Mais vous n'avez rien qui en sort. Là, vous n'avez pas de déstockage. Parce que dans ce cas-là, alors ça voudrait dire que la production, vous cumulez aussi. Non, parce que si la production de l'exercice. Ah non, Eunice. La production que vous avez ici, c'est le total que vous avez fabriqué, qui se répartit de la manière suivante: 60 000 produits vendus et 5100 qui n'ont pas été vendus et qui sont mis dans le stock, mais qui n'en sont plus. Et ce qui fait qu'au bilan, en fait, vous avez tout ceci qui vient augmenter peu à peu la valeur. Vous avez des strates de stock qui arrivent. Et ça, c'est bien. C'est le qui n'en sort plus, en fait, qui me perturbe un peu, mais je comprendrai plus tard, sûrement. Non, qui n'en sort plus, parce que imaginez là, vous avez des enveloppes qui sont fabriquées. Vous avez des milliers d'enveloppes en N-2 qui ont été fabriquées, qui ne sont pas vendues, plusieurs palettes, boum, ça arrive dans vos stocks. En N-1, vous continuez à fabriquer des enveloppes, plusieurs palettes ne sont pas vendues,
rejoignent le stock, etc. Et vous avez votre stock qui grossit. Mais au bout d'un moment, on fait des mises au rebut dans ce cas-là, parce qu'on ne les laisse pas ici, dans ce compte, si on ne les vend jamais. Ah, mais ça, c'est une technique. C'est ça qui me perturbe, en fait. Mais moi, c'est. Mais ok, pas de souci. Là, vous êtes sur une logique purement comptable, pas une logique industrielle. Effectivement, en comptabilité, au bout d'un moment, vous direz ah bah oui, ça fait des années que j'ai des produits qui s'accumulent qu'on ne vend pas. Boum, allez, on passe tout ça à la benne. C'est sûr, ça va se passer. Moi, mais dans ce cas-là, c'est une accumulation. Pour cette ligne-là, c'est plus il faut les additionner. Le constat que j'ai, c'est qu'on a toujours une partie de la production qui n'est pas vendue, c'est-à-dire en fait de la matière, des moyens qui sont utilisés, mais qui ne vont pas se transformer en chiffre d'affaires. Ça nous coûte, ça stocke. Et donc on a un problème entre la prévision des ventes et les ventes concrètement réalisées. Et chaque fois, vous avez une partie de votre production qui ne trouve pas preneur. Alors après, effectivement, on va peut-être la détruire, on va remettre la compta à plat en enlevant tout ça. Moi, je dis seulement, si je suis associé, par exemple, je vois ça, je dis, bah ouais, mais vous gâchez quand même de la matière première, vous gâchez des moyens, vous gâchez de l'argent finalement. Parce que, vous voyez, là, on est en kilo-euros, donc ça veut dire qu'en N-2, vous avez pour 5 millions de production qui visiblement n'a jamais été vendue, et que vous allez à un moment ou à un autre détruire. Donc c'est un peu embêtant quand même. Mais, alors, juste pour comprendre, donc en gros, là on fait abstraction du bilan, parce qu'on pourrait très bien penser les 5100 qui restent, on a une méthodologie de FIFO, on liquide d'abord ces 5100 à l'année N1, et au final c'est juste que chaque année, comme vous dites, c'est des prévisions de vente qui sont mal gérées, parce qu'on produit 6500 ou 5500 de plus. Voilà, c'est une constatation. Ouais, on y est. Et puis de toute façon, après, je dirais, quelle que soit la méthode de gestion des stocks, vous avez en volume, imaginez volume, vos stocks d'enveloppe qui ne font qu'augmenter. Même si vous dites les plus anciennes seront les premiers vendus, il n'empêche que toutes ces palettes chaque année qui ne sont pas vendues viennent rejoindre celles qui étaient déjà là, et ça prend de plus en plus de place. Même si effectivement vous avez une rotation des stocks qui a lieu, je suis d'accord avec vous. Il faut aspirer. À la fin de N-1, on est d'accord que physiquement, dans les stocks, on a 6005. Non, on a 5100 auquel vient se rajouter 6005. Et qui viendra en N se rajouter encore 6008. Moi, j'ai une question. Du coup, si on prend le bilan juste de N, en fait, au 31-12, il y a combien en stock? Il y a 6008 ou alors il y a là que… Alors, en N, vous aurez les 18400 que je viens de vous mettre en surgras, en termes de valeur. Ouais, mais le bilan, c'est sur une année, non? Alors, le bilan, c'est un document historique. C'est-à-dire qu'il répertorie tout ce que vous avez comme patrimoine qui se cumule au fil des ans. L'exercice, c'est un cadre annuel. Le bilan, c'est la vie de l'entreprise qui est derrière, en termes de durée. Ok, donc au bilan, on a 18 400. Voilà, en l'espace de 3 ans. Et c'est ce que je vais vous montrer, c'est que là, en fait, on est comme un écureuil, on est en train d'empiler nos produits pas vendus au fil du temps. Même s'il y a derrière une rotation du stock qu'on espère qu'ils ont mis en place. N'empêche qu'il y a de la valeur qui, quelque part, se gaspille. Bon, je fais un peu de place. Mais c'est ça qui explique le résultat de l'exercice. Enfin, l'augmentation. Oula, j'en suis pas encore là. Ça, c'est un premier point. Ça explique qu'on pourrait sans doute faire beaucoup mieux. Parce que si vous produisez quelque chose qui finit dans les stocks, c'est que vous avez consommé de la charge pour autre chose que ce qui vous amène du chiffre d'affaires. Moi, j'ai encore une question. Là, on parle d'argent, d'accord? Dans le stock, c'est converti en argent. Si par exemple, entre-temps, entre l'année N-2 et N-1, il y a eu une grosse fluctuation du coût des matières premières. Du coup, le stock, il n'a pas la même valeur d'une année à une autre. Du coup, ça va fluctuer. Ah oui, complètement. Ça peut être vrai pour… là, vous avez votre production qui apparaît pour sa valeur d'obtention, la production stockée. Donc, si votre matière première ou si vos salariés sont mieux payés, etc., forcément, je parlais le cas d'une enveloppe tout à l'heure, le prix de l'enveloppe cette année va être un peu supérieur à celui de l'année précédente, par exemple. Ok, donc ce sera un peu caché malgré tout par ces chiffres. On ne va pas vraiment le voir facilement. On va pas le voir au niveau de la production stockée.
Là, on a juste, bah voilà, j'ai en N quelque chose. Au total, ça vaut 6008. Bon, bah voilà. Est-ce que ça représente, j'ai n'importe quoi, 2 palettes d'enveloppes, 3 palettes d'enveloppes? J'en sais rien. Moi, ce que je vois surtout, c'est que quelque part, on a de la richesse un peu gâchée là. D'accord. Ok, c'est ça que je pense tenir. Okay. Merci. Donc là, je pense que vous voyez, avec les pourcentages, j'ai plus de choses que je fais apparaître que simplement ces fameux chiffres que je vous ai mis ici. Ils sont intéressants, mais là, c'est nettement mieux. On va continuer, si vous voulez, la petite descente. Maintenant, on a regardé, on a calculé ici la valeur ajoutée. Bon, là, vous voyez que ma valeur ajoutée, effectivement, connaît une croissance sur la période, 35,4% de croissance. Et puis, des caractéristiques des 2 sous-périodes, qui sont toujours la première avec une croissance intéressante, 14,7%, mais une deuxième sous-période où la croissance est encore supérieure, 18,1%. Surtout, ce que je veux qu'on voit ici, c'est que, regardez, j'ai ma valeur ajoutée qui, au total, a augmenté de 35,4%, alors que la production augmentait de 30,4%. On fait 5 points de mieux. A priori, on a fait mieux que suivre simplement proportionnellement l'augmentation de l'activité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'imagine que oui. Donc, explication. Excuse, moi, je n'ai pas compris en fait. D'accord, parfait. Parce que là, on dit qu'on fait mieux que la production, vous avez dit? En pourcentage. Si vous regardez, je me mets ici sur la production. Oui. La production a augmenté sur la période de 30,4%. Oui. La valeur ajoutée, elle, augmente de 35,4%. 5 points de plus. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, mais comment on peut faire plus que la... Ah, bah c'est ce qu'il faut qu'on trouve. Voilà. Bah, c'est ce qu'il faut qu'on découvre. On est content, on fait mieux. Ok. Merci. Mais je vous en prie. C'est après qu'il faudra dire merci si ça se passe bien. Voulez-vous faire le pouce? Ah oui, mais en fait, j'ai un peu caché les visages parce que là, je voyais pas mon écran. Mais ouais, faites des pouces, c'est bien, c'est des pouces. L'explication, vous l'avez en fait ici. Vous voyez, les consommations en provenance de tiers, en fait, que l'on achetait à l'extérieur, les matières premières, etc., n'ont augmenté que de 28%. Eh bien, voilà, vous avez la raison pour laquelle, là, j'ai 35% de valeur ajoutée de croissance. Ce que j'achète à l'extérieur pour ma production qui est en augmentation, eh bien, croît, mais croît moins que mon activité. Donc là, vous avez en fait 2 courbes qui, peu à peu, divergent légèrement. Est-ce que vous voyez la chose? Alors ça, je dirais, je vais me déplacer un tout petit peu pour centrer mon écran. J'ai plusieurs possibilités. Et là, c'est vraiment une connaissance économique qui est importante à avoir. Est-ce que vous êtes d'accord que nous avons une imprimerie, une grosse partie de ce que vous achetez à l'extérieur, c'est du papier? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc là, ma position, puisque visiblement, il y a une moindre consommation en valeur de cette matière première, je peux avoir plusieurs possibilités. Il y a une première hypothèse que je peux avoir. On nous a dit que cette entreprise faisait, je ne sais pas si vous avez lu l'énoncé complètement, cette entreprise investissait pour avoir des équipements de plus en plus performants. Donc, hypothèse numéro 1, elle investit dans du matériel plus performant. Donc, est-ce que l'on fait des économies sur le papier consommé?
Là, vous sentez que la formation, ça peut être important pour moi. Parce que si effectivement on a un équipement beaucoup plus performant, qu'on consomme moins de papier pour obtenir le même produit final, forcément, ça se ressent ici. Donc si c'est le cas, je vais me permettre de vous mettre un smiley ici. Super, on a quelque chose qui se passe bien. Deuxième hypothèse. Je peux avoir mes montants de consommation qui diminuent parce que le prix du papier a baissé. Je consomme la même quantité de papier pour obtenir mes produits, mais sauf que le papier me revient moins cher à l'achat. Ça semble une bonne nouvelle. Mais comme je suis dans une matinée joueuse, je dis mais parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Première chose. C'est peut-être une bonne négociation des acheteurs. C'est-à-dire que nos acheteurs sont performants, ils négocient l'achat de tonnes de papier, etc. Ils arrivent à faire baisser les prix du fait de l'augmentation des quantités produites. On a besoin de beaucoup de papier, ils sont bons, ils négocient le papier avec un prix à la baisse. Côté intéressant de la chose. On a de bons acheteurs et ils sont pour quelque chose dans l'amélioration de la performance. Deuxième chose, et c'est là où j'attends, après une connaissance plus forte du marché, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu le marché mondial du papier. Le problème du papier. Pardon? Quelqu'un dit oui? Ah non, je plaisantais, non. Ah dommage. Je m'attends d'avoir un stress du papier. Alors, le marché du papier est un marché en fait qui est assez étrange parce que vous avez quelques grands producteurs de pâte à papier et puis après vous avez des gros rouleaux de papier qui sont fabriqués et on passe en fait d'une situation où il y a soit surproduction, soit un manque de papier fabriqué au niveau mondial. Simplement parce que c'est de très très grosses énormes usines qui fabriquent ce papier que l'on achète pour l'imprimerie. Et donc, quand vous avez une surproduction de papier, il suffit de fermer une usine pour que derrière, vous ayez une très forte baisse du papier disponible au niveau mondial. Et à l'inverse, dès que vous ouvrez une des unités qui était fermée, vous amenez beaucoup de papier sur le marché. Donc ça, par exemple, c'est les usines que vous avez dans les pays scandinaves, au Canada, etc. Résultat des courses, quand vous êtes en phase où le papier est rare, enfin, entre guillemets, rare, le cours mondial du papier part à la hausse, et à l'inverse, quand vous avez une surproduction de papier au niveau mondial, le cours du papier s'oriente à la baisse. Donc ça, vous voyez, c'est ce dont j'ai besoin d'avoir comme connaissance pour aborder la chose. Parce que si ça se trouve, nos acheteurs ne sont peut-être pour rien dans la baisse du prix du papier. Ce qui veut dire que là, je mets un smiley qui fait un peu la tête. Parce que si mes acheteurs n'y sont pour rien, pour la baisse du papier, je ne suis pas certain qu'ils vont être très performants le jour où le papier a le cours qui remonte à la hausse. Dit autrement, cette bonne performance qui apparaît ici, est-ce qu'on y est pour quelque chose ou pas? Il y a deux possibilités où
je serais content en me disant soit on consomme moins de papier parce qu'on a un matériel performant, soit on négocie le prix du papier et qu'on fait une bonne négociation et le prix baisse, soit on subit le cours mondial du papier et que là on est dans une période où le cours est dû à la baisse, mais que si le cours part à la hausse, on va le prendre en pleine face sans avoir de possibilité de l'éviter. Et donc, derrière, notre valeur ajoutée risque de s'effondrer. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc ça, vous voyez, là, les calculs, c'est bien, je peux m'amuser à automatiser. Cette réflexion-là, eh bien, c'est le cœur, enfin, un des cœurs de ce qui peut être la rentabilité ou pas de l'entreprise. Est-ce qu'elle a le levier pour pouvoir faire des achats de matières premières performants ou pas? Est-ce qu'elle y est pour quelque chose ou est-ce qu'elle le subit? Pensez par exemple à des hydrocarbures. Certains utilisent les hydrocarbures et lorsque le prix baisse, tout va bien, et lorsque le prix augmente, eh bien, ils vont non seulement être percutés par le prix d'augmentation de la matière première, mais est-ce qu'ils vont être capables de répercuter cette augmentation du prix dans ce qu'ils vont proposer au client? Est-ce que le client est prêt à accepter qu'on augmente les prix sur le marché? Oui, mais l'augmentation des prix, là, ça dépend tout de l'entreprise, parce que c'est une augmentation générale. Il n'y a pas besoin que de papier pour faire de l'enveloppe. Il y a besoin de la colle, il y a besoin de tout un tas de choses. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment déduire. Voilà. Oui, mais quand vous prenez une enveloppe, la matière première essentielle, c'est le papier. C'est pas tellement la colle. Oui, non, mais je veux dire, si on fait des machines ou des choses comme ça, voilà, il y a le cours du fer, il y a le cours de... Exactement. Ah, complètement avec vous. Mais ce qui veut dire, oui, il faut. Là, je prenais un exemple simple qui est le papier. Mais effectivement, par exemple, vous fabriquez des produits qui sont dérivés d'hydrocarbures. Je pense que le cours mondial du pétrole, vous allez le suivre de près. Et c'est vrai pour d'autres matières premières. Donc là, quand je vois ça, je suis face à une situation qui peut me sembler satisfaisante, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que j'y suis vraiment pour quelque chose dans cette situation satisfaisante? En tout cas, est-ce que je suis entièrement responsable? Ou est-ce que je la subis? Voilà, je vais vous montrer ça pour ouvrir un tout petit peu la réflexion. Je vais continuer, à moins que vous ayez des questions, pour la suite de l'aventure. Ensuite, après, classiquement, l'excédent brut d'exploitation. Alors, l'excédent brut d'exploitation, regardez ce qui se passe ici, je vous le mets en rouge. Il augmente très fortement. Vous voyez que là, je passe à 42,3%. Bon. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il augmente aussi vite? Il augmente vite parce que notre base de départ, c'est la valeur ajoutée. On l'a vu croître. Et puis surtout, on commence à avoir des choses qui sont de moins en moins des charges fixes qui apparaissent. Par exemple, ici, vous avez les charges de personnel. Ces charges de personnel, pour une partie sont variables, pour une autre. Et vous le voyez, hein, j'ai de la charge de personnel qui augmente moins vite que n'a augmenté la valeur ajoutée. Donc de nouveau, on repart sur les mêmes réflexions que précédemment. Si la charge augmente moins rapidement que d'augmenter la valeur, le résultat augmente plus vite. 42% d'augmentation de l'excédent brut d'exploitation. Et la raison de l'affaire, hein, c'est aussi que là, on pressent déjà que les salariés vont être plus productifs. On les augmente, mais on les augmente moins vite que la richesse qu'on crée. Et ça, il faudra peut-être que je l'affine. Et vous verrez comment je l'affine. Gardez tout ça en tête. Est-ce que ça va toujours pour vous? Moyennement, moi, là, sur ce point, parce qu'il me semble qu'au début de votre explication, il y a le micro qui était c'était un peu haché.
Sur l'excédent brut d'exploitation? Ouais. Ouais. Alors, moi, j'avais noté que le BE augmente très fortement parce que notre base de départ, la BA, a augmenté. Et surtout, et puis là, j'ai loupé un bout en fait. Après, j'ai compris le problème de la charge de personnel. Ouais, alors, également parce que la charge de personnel augmente moins vite que n'augmente la valeur ajoutée. Vous voyez les deux chiffres là, sur la dernière colonne. 35% de valeur ajoutée en plus pour 32% de valeur ajoutée en plus. Ok. Ensuite, on va continuer, pardon, avec le résultat d'exploitation. Lui aussi augmente. Vous voyez qu'il augmente, là encore, plus fortement que n'a augmenté la valeur ajoutée et l'excédent brut. Alors, ne tenez pas compte des autres produits, autres charges. C'est souvent des montants qui sont très faibles. Donc là, vous voyez, on passe de 200 à 520, puis 220. Donc c'est vrai que les pourcentages peuvent être impressionnants, mais c'est un peu comme quand vous passez de 1 à 2. La croissance est forte. Mais là, on réfléchit sur des montants qui sont bien plus imposants. Donc ça, typiquement, vous inquiétez pas. Côté important, c'est ici, la dotation aux amortissements. Et là, vous avez la concrétisation de ce que l'on a évoqué juste avant. L'entreprise disait qu'elle était en phase d'investissement pour mettre des matériels plus modernes. Vous le voyez apparaître. Vous le voyez apparaître surtout ici. Vous avez presque 32% d'augmentation des dotations aux amortissements. Si vous avez 32% d'amortissement en plus, ça veut dire que ce que vous amortissez, forcément, ça représente un montant supérieur. D'accord? Donc là, effectivement, on voit bien qu'elle a investi parce qu'elle amortit plus tous les ans. Et c'est vraiment entre N-1 et N que ça se passe. Donc là, pour l'instant, que des satisfactions pour cette entreprise. Le point qu'on fera remarquer, c'est que néanmoins, vous voyez l'impact ici de cette augmentation forte des équipements. C'est que ça, sur la dernière année, ça a réduit le résultat d'exploitation. On est à 9,2%. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait mettre aussi des hypothèses, comme on l'a fait pour la valeur ajoutée? Est-ce qu'on pourrait mettre des hypothèses pour... vous avez dit que l'entreprise va investir énormément, mais est-ce qu'on peut aussi mettre des questions? Alors, on peut parce que le côté satisfaisant, c'est-à-dire elle investit parce qu'elle prépare derrière à la fois un gain de performance au niveau de sa production et qu'elle anticipe aussi une augmentation encore de son activité. Effectivement, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est est-ce que leurs prévisions de croissance vont se réaliser? Parce que vous voyez, c'est quand même une charge importante qui apparaît ici, qui nous a quand même un peu freiné la croissance du résultat d'exploitation. En mettant d'équipement et en augmentant les dotations aux amortissements, eh bien, on a de la charge qui est apparue en plus dans l'affaire. Parce que je veux dire, un investisseur, un actionnaire, il voudrait, quand il lit ce document, quand il voit cette évolution, il veut comprendre pourquoi il y a autant d'argent qui sont mis dans les amortissements. Je pense même le fisc posera la question. Oui, mais là, il est peut-être un peu tôt pour voir ce qui se passe. J'ai besoin d'un calcul complémentaire qu'on va voir dans pas très longtemps. Là, je vais vous les mettre un tout petit peu en attente. Donc, juste la dotation aux amortissements nous permet en voyant l'augmentation là, nous permet simplement de dire que l'entreprise elle investit plus. Oui, d'une manière ou d'une autre dans sa façon. Si vous voulez, je fais un petit calcul ici. Imaginez que donc là je vais mettre valeur de vos équipements. La première année, j'avance des chiffres, c'est pas celle du cas. C'est pas celui du cas. J'ai un équipement qui a une valeur de 1000.
Ici, je vous mets la dotation aux amortissements de l'année. Par exemple, j'amortis à 10%. J'ai donc 100 d'amortissement annuellement. L'année suivante, je suis passé à un niveau supérieur d'amortissement, d'équipement. J'ai maintenant pour 1500 d'équipements installés. La dotation aux amortissements, pour 10%, passe à 150. Vous voyez le lien? L'augmentation ici de la dotation aux amortissements, forcément est liée au fait que ce qui a servi à la base de calcul a aussi augmenté. C'est bon, Jérôme? Merci pour le pouce. Par contre, ça, il faut que je reste, qu'il faut que je garde un peu de place pour après. J'y reviendrai. Voilà, là, on a vu les éléments qui sont importants. Jusqu'ici, plein de choses intéressantes, je pense, sont apparues. Après, si je descends, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Des pourcentages, là, maintenant, vous voyez, c'est beaucoup plus chaotique. Je vais avoir des produits financiers qui augmentent fortement, puis après qui n'augmentent plus, des charges financières, pareil, qui fluctuent, mais c'est des choses qui sont de nature très différente. Je vais surtout pouvoir me consacrer sur ce qui est en bas ici, en disant, bon, le résultat courant avant impôt a fortement augmenté, c'est un fait, 76%. Pourquoi est-ce que ça augmente de 76%? Eh bien, déjà parce que notre résultat d'exploitation, on l'a vu, a augmenté fortement. Mais aussi parce que les charges financières, où l'entreprise a certes emprunté pour s'équiper, mais on a une augmentation des charges financières qui sont bien moins importantes que l'augmentation de l'activité. Donc ça, vous avez vraiment une démultiplication du pourcentage de croissance du résultat. Donc là, on peut dire qu'on est plutôt assez content. Nos résultats finaux ont bien suivi la croissance. Et puis après, je jette un rapide coup d'œil, élément exceptionnel. Regardez les montants en jeu. Là, perdez pas du temps avec ça. On est sur des montants de 300, de 500. Rien vraiment de spectaculaire. Donc ça, on ne perd pas vraiment de temps là-dessus. Et résultat des courses, eh bien, ces petites fluctuations de résultats exceptionnels n'a pas empêché l'entreprise ici d'avoir notre fameuse croissance à 227% du résultat final. Mais si j'ai cette augmentation à 227%, c'est avant tout parce que mon résultat courant et surtout mon résultat d'exploitation avait lui-même connu une forte augmentation. Et je pense que vous êtes assez vite convaincu que c'est vraiment jusque-là que je peux parler de la performance de l'entreprise. Là, j'ai de la performance économique. Pour le reste, je dépends d'événements qui ne sont pas forcément de ma volonté, qui ne sont pas forcément récurrents, pour lesquels j'ai peut-être pas forcément non plus grand-chose à dire. Est-ce que pour l'instant, ça va? Ok. Donc vraiment, c'est la partie supérieure qui appelle des commentaires. Et puis là, très exceptionnellement, on retrouve ce qu'on a vu au chapitre 1. Est-ce que vous avez besoin de faire une pause? Oui. Alors, je vous propose peut-être que vous fassiez 10 minutes de pause et on se retrouve à midi pile, si ça marche pour vous. On a des éléments encore un peu en suspens, des pistes de réflexion. Et ce n'est plus tellement les pourcentages qui vont nous permettre de répondre. Maintenant, il faut passer à d'autres choses, c'est ce qu'on appelle les ratios. Alors, première mise en garde, que je me permets de faire. Vous voyez mon Excel? Ok. Donc, première mise en garde, c'est que les ratios, on peut en calculer des centaines et des centaines.
D'ailleurs, certains sont tout contents d'inventer leur propre ratio, donner des noms à leurs ratios, etc. Le seul souci, c'est que si vous commencez à faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de calculs de ratios, vous en avez de partout et ça devient compliqué de pouvoir en tirer une quelconque leçon à un moment ou à un autre. Donc, moi, j'aime bien dire, il y a quelques ratios, pas forcément très nombreux, qui sont déjà une bonne entrée en matière. Et que si déjà ceux-là, on arrive à en dire quelque chose, il sera toujours temps de commencer à en rajouter pour aller explorer là où ça semble ne pas bien se passer. Donc, je vais vous donner finalement quelques ratios qui sont un peu les ratios vitaux. Vous les retrouvez d'ailleurs sur la vidéo que je vous ai mis en ligne. Un peu plus d'ailleurs de ce que je vais vous montrer maintenant. Le premier que je vais vous proposer comme ratio, pour essayer de vous éclairer un tout petit peu, c'est un ratio qu'on appelle le taux de marge bénéficiaire. Donc celui-ci, vous le trouverez sur la vidéo. Et le calcul, en fait, est pour le coup plutôt bien simple. Vous prenez le résultat net, c'est-à-dire le résultat final, que vous divisez par le chiffre d'affaires. Excusez-moi. Oui. C'est celui que vous appelez taux de profitabilité? Alors, c'est également son deuxième nom. On l'appelle le taux de profitabilité. Il est plus précis de parler de taux de marge bénéficiaire. Profitabilité, vous verrez que c'est un terme qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Moi, j'ai juste une question aussi sur l'abréviation, parce que le TMB, donc c'est taux de marge bénéficiaire, mais est-ce qu'on ne peut pas le confondre avec taux de marge brut? Complètement. D'accord. Et comment on fait C'est pour ça que, par exemple, le taux de marge brut, moi j'aime bien, par exemple, dire TMBI, taux de marge brut industriel, par exemple. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. C'est bien de déployer l'abréviation. C'est pour ça que vous voyez, je vous mets taux de marge bénéficiaire. C'est souvent quand même beaucoup plus parlant que dire TMB. Surtout qu'après, vous verrez qu'on peut faire le TMB, etc. Donc, il y a largement de quoi ne plus savoir de quoi on parle. Mais ça, je reviens toujours à ce qu'on disait il y a quelques instants, c'est aussi un enjeu de communication où les gens aiment bien vous parler de profitabilité, de rentabilité. Mais quelquefois, moi, j'aime bien rajouter le what else ou de lequel vous parlez, parce que je peux vous en calculer des dizaines de taux de profitabilité, de taux de marge, etc., etc. Le détail est important. Mais très souvent, ça permet aussi, ce que j'appelle, moi, un peu d'enrober l'affaire. Je vous donne un taux, mais je ne vous dis pas comment je le calcule. Voilà. Je reviens sur mon calcul du taux de marge bénéficiaire. Je vais vous le faire pour l'année N-2. Donc là, j'ai bougé un tout petit peu dans ma feuille. Pour ceci, je descends tout en bas. Je vais chercher le résultat net, résultat de l'exercice, les 220. Et je divise ceci par tout en haut le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire la production vendue, ici, 60 400. Et j'ai un taux de marge que je vais encore améliorer en mettant un pourcentage, comme ceci. Je suis à 0,36% de taux de marge bénéficiaire, alias taux de profitabilité. Et calcul que je peux maintenant dupliquer, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sans trop d'efforts pour les 2 autres années. Alors vous voyez là, ça me fait quand même beaucoup relativiser la performance de l'entreprise. Parce que si je suis en N-2, voilà comment vous pouvez apprécier la chose. En N-2, quand cette entreprise a réalisé 100 € de chiffre d'affaires, une fois qu'elle a couvert
toutes les charges qu'elle a pu rencontrer, il lui reste 36 centimes de bénéfice. Impressionnant, non? Donc là, le bénéfice, certes, mais il a fallu, vous voyez, dépenser énormément d'énergie pour finalement avoir 36 centimes de bénéfice. La situation s'améliore un tout petit peu en N-1. En N-1, quand on a fait 100 € de chiffre d'affaires, eh bien, il nous reste au final 1,28 de bénéfice. Et vous voyez en N, la situation s'est de nouveau un tout petit peu dégradée. Pour 100 € de chiffre d'affaires, vous vous démenez et vous avez 92 centimes de bénéfice. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant de cette performance? Elle est très mauvaise. Hein. Alors, je ne dirais pas qu'elle est mauvaise, je dirais qu'elle n'a rien d'exceptionnel. On n'est pas encore en perte, déjà ça. Mais effectivement, le monde de l'imprimerie est ultra concurrentiel. En fait, ça vous explique pourquoi vous voyez souvent les imprimeries qui ouvrent, qui disparaissent assez vite derrière, parce que c'est très, très, très dur d'avoir de belles marges bénéficiaires dans ce métier. Il faut vraiment, vraiment être bon, très innovant pour pouvoir se sortir du lot. Donc ça, c'est le premier taux qui nous permet de nous rendre compte de ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que le taux de marge brute, le taux de marge bénéficiaire, pardon, c'est un taux qui tient compte de tout ce que l'entreprise a pu rencontrer comme dans sa petite vie, dans l'année. Notamment, vous avez des éléments exceptionnels ou encore financiers qui ont pu passer par là. On considère un taux important quand c'est combien? Quelque chose de bien, c'est quoi? Alors là aussi, très, très souvent, on me pose la question. Et je suis incapable de répondre. Je vais vous dire, ça va dépendre de votre métier. Vous avez des secteurs d'activité où les taux de marge bénéficiaire peuvent être plutôt intéressants, qui vont être, vous l'avez vu sur la Compagnie du Mont-Blanc, par exemple. Hein. Compagnie du Mont-Blanc, on va être à du 9-10% de taux de marge bénéficiaire. Là, vous direz, effectivement, on est sur quelque chose qui est intéressant. Et puis, dans l'imprimerie, voilà, vous êtes face à une entreprise qui fait partie des plus dynamiques, des plus performantes, et vous voyez qu'on est face à des taux de marge bénéficiaires qui sont quand même ras les pâquerettes. Hein. Okay. Et ça dépend aussi de la période où on se trouve. Donc, il y a une très grosse dimension conjoncturelle qui va jouer. Si j'ose intervenir là-dessus, je pense que le point qui peut être intéressant, c'est de comparer son taux de marge bénéficiaire avec le taux directeur de son pays. Alors, ça c'est une très souvent ce qu'on essaye de faire. Après, là où je veux dire, ça fait attention, ça dépend de quelle est l'entreprise dont on parle. Là, c'est une vieille habitude, notamment qui est tirée des années 50-60. Hein, c'est des économistes comme Gordon, Shapiro, des gens comme ça, qui vous disaient, bah oui, une entreprise baignant dans une économie nationale, des taux tirés de cette économie nationale sont intéressants pour des comparaisons. Mais seulement, le monde a beaucoup changé. Donc, dès que vous êtes face à une entreprise qui est un peu ouverte sur l'international, ça commence à poser des vrais problèmes. Je pense par exemple à des entreprises, qui Nestlé, Danone, dès que vous travaillez avec l'international et que vous avez ne serait-ce que des implantations commerciales, voire de production à l'étranger, c'est moins facile à utiliser. Donc pour une entreprise de taille moyenne, qui reste sur un marché national, etc., on peut le faire. Après, compliqué. Voilà, si je peux me permettre de compléter votre propos, mais qui est juste sur le fond. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, l'entreprise, elle n'est pas rentable, en fait. Là, c'est pas une bonne. Pour la rémoise? Par rapport au taux de marge bénéficiaire. Alors, on va dire que là, le taux de marge bénéficiaire, alors c'est aussi un taux qu'il faut vraiment relativiser parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations, entre autres exceptionnelles, qui ont pu avoir lieu. Donc, ça, c'est une première approche. On va dire, elle dépense beaucoup d'énergie, pas beaucoup de résultats. Néanmoins, on est avec quand même un peu d'amélioration. Mais c'est typique du secteur d'activité de l'imprimerie.
on est avec une très faible marge bénéficiaire. Mais par rapport au secteur, je dirais, elle s'en sort bien. Beaucoup d'imprimeries flirtent avec la perte très régulièrement. Si vous la comparez avec d'autres secteurs d'activité, c'est sûr que là, ce n'est pas du tout intéressant. Ok. C'est tout le contraire en fait de produits à valeur importante, enfin de luxe en fait. C'est tout le contraire de luxe, oui, tout à fait. Là, je dirais quelque part, on est très besogneux dans cette activité-là. La production par les coûts, quoi, c'est ça? Oui, complètement. Ah oui, là, on y est complètement. Okay. On va essayer d'aller plus loin pour avoir des indicateurs peut-être plus parlants. Alors là, Guillaume va me haïr. Je sens que vous allez me haïr, Guillaume. Enfin, moi, je suis sûr pour rien, finalement. Deux taux qui sont des taux très proches dans l'idée. Le premier, c'est le taux de marge brute d'exploitation. Alors, taux de marge brute d'exploitation, le calcul, c'est dire notre entreprise, on a calculé son OVE, regardons ce qu'il représente par rapport au chiffre d'affaires. Et brut, parce que derrière, on n'a pas pris en compte ce qui va être les dotations aux amortissements. Et c'est là que Guillaume me déteste. Mais il aura raison. Oui, je vous écoute. Je le savais. Donc, taux de marge brute d'exploitation, EBE, sur chiffre d'affaires. Je vous fais le calcul et puis on en parle un peu par la suite. Donc, pour ceci, je vais récupérer l'excédent brut d'exploitation de l'année N-2, commencer mon calcul. Je divise tout ceci par ma production vendue, mon chiffre d'affaires. Je me le mets en pourcentage et je suis avec du 6,5%. Et avant d'en parler, je déploie pour les 2 années restantes le calcul. Alors, vous voyez, on est face à un ratio là, qui est en légère amélioration d'une année sur l'autre, 6,5, 6,6, 7,1. Alors, c'est un ratio qui est intéressant parce que finalement, on est face à quelque chose qui donne l'idée de la manière dont l'entreprise fonctionne. Alors, en prenant beaucoup de pincettes et de recul, ce que je vais dire reste aussi très basique, mais quand je suis en train de calculer l'excédent brut d'exploitation, j'ai quand même beaucoup de charges qui sont des charges variables. Donc, des charges qui doivent suivre dans une certaine proportion l'évolution de l'activité. Vous me suivez? Ce n'est pas complètement vrai parce que ce serait beaucoup trop facile, mais ça reste en partie vrai. Donc, ce qui veut dire qu'en N-2, lorsque l'on a fait 100 € de chiffre d'affaires, il nous reste 6,50 € d'excédent brut d'exploitation. Et puis, ça augmente tout doucement, mais c'est parce qu'on a vu des choses tout à l'heure. C'est notamment les économies en consommation de provenance de tiers qui sont passées par là. Est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce que vous pouvez juste me remontrer quel chiffre vous avez pris pour le TMBE? Je vais voir sur mon calcul. Merci. J'ai été chercher l'excédent brut d'exploitation, 3920. Ah, ok, c'est bon. Et je le divise par le chiffre d'affaires, 60 400. Et 6,5%. Parfait. Voilà. Les deux autres, c'est la même chose. Alors, c'est intéressant parce que le BE, c'est ce qui me reste du chiffre d'affaires,
une fois que mes achats à l'extérieur et mon personnel ont été couverts. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui me reste ici de mon chiffre d'affaires, en faisant simple, une fois que ce que j'ai acheté à l'extérieur, mes consommations, et les charges de personnel ont été couvertes. Si je dis les choses légèrement différemment, eh bien je dirais que cette couverture faite sur 100 € de chiffre d'affaires, il me reste 6,50 € pour couvrir toutes les autres charges, dont les dotations, amortissements et provisions, c'est-à-dire le renouvellement, enfin, ce que je mets de côté pour renouveler les équipements de l'entreprise. Est-ce que ça c'est bon? Je vous le répète. Parce que ça vous donne une idée aussi, finalement, de la faiblesse des ressources de l'entreprise. 94% de la richesse qu'elle a produite ne va pas permettre le développement, etc. Il lui reste à peine 6 et quelques pourcents de sa richesse créée pour pouvoir faire face à son développement et à son maintien en l'état. Et ça, chapitre suivant, vous verrez, ça aura une sacrée importance. Vous pouvez juste répéter vos dernières phrases, s'il vous plaît. 95, 6,5%. Oui, alors je répète ma dernière phrase. Ce chiffre veut dire que, j'arrondis un peu, 94% de la richesse créée est utilisée pour couvrir ce qu'on achète à l'extérieur et les charges de personnel. Donc, il ne reste plus que finalement 6% de cette richesse pour permettre à l'entreprise de mettre de côté de quoi se maintenir en l'état. Dotations, amortissements et provisions. Mais si vous permettez, je vous en prie. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas que la dotation aux amortissements, il y a la participation des actionnaires. Oui, mais ça vaut. L'important, c'est que l'entreprise elle a deux axes. Le maintien en l'état, l'amortissement, les provisions. Et l'autre axe, c'est quelque chose qui va me rester. Ça, en fait, 0,36%. Eh bien, c'est à destination des actionnaires. C'est-à-dire finalement ce qui fait que je peux espérer avoir du capital pour que l'entreprise continue à investir. Si mes associés, je ne leur donne pas grand-chose, ça ne va pas les inciter à m'amener de l'argent le jour où j'en ai besoin. Vous êtes d'accord? Donc dans ces 6,5%, il y a bien l'idée, je me maintiens en l'état, et puis j'ai peut-être de quoi augmenter par développement, par investissement, mon action. Ce montant de 6%, il sert aussi à payer les participations de fonctionnaires? Pas des fonctionnaires, des salariés. Ah, salariés, exact. Okay, non, parfait, merci. Tous les salariés ne sont pas fonctionnaires. Non, oui. Voilà. Compris. Merci. Voilà. Donc celui-ci, plutôt intéressant, parce qu'il nous donne les limites, et là, les limites pour la rémoise, elles sont fortes. Un autre taux, qui ressemble beaucoup au précédent, c'est le taux de marge, mais cette fois-ci, net d'exploitation. Alors celui-ci, ce taux de marge nette d'exploitation, c'est une fois que les amortissements sont pris en compte. Donc on va prendre le résultat d'exploitation
et le diviser par le chiffre d'affaires. Oui, la construction générale est la même. Il y a juste ce qui rentre dans le calcul qui a un tout petit peu changé, c'est le résultat d'exploitation. Alors, son calcul, cette fois-ci, il me fait prendre, pour N-2, les 2480 de résultat d'exploitation. Les 2480 de résultat d'exploitation que je divise toujours par mon chiffre d'affaires, les 60 400. Voilà, qui me donne du 4,1%. Et je démultiplie, je duplique pardon, sur les autres années le calcul. Et là, l'interprétation ressemble quand même beaucoup à la précédente. Ça sera de dire, lorsque l'on a fait 100 € de chiffre d'affaires, une fois que l'on a couvert ce que l'on a acheté à l'extérieur, les charges de personnel, mais aussi des dotations d'amortissement et provisions, il nous reste 4,1 € pour pouvoir faire le reste. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je reviens sur mon 4,1%. Je peux l'interpréter de la manière suivante. Lorsque l'on a fait 100 € de chiffre d'affaires, après avoir couvert nos achats qui viennent de l'extérieur, les charges de personnel, mais aussi les dotations aux amortissements et provisions, eh bien, il nous reste 4,10 €. Donc, c'est des achats, des provisions faits à des tiers. Hein. Donc, c'est les achats aussi bien de matières premières, d'énergie, tout ce qu'on a pu déjà rencontrer, les charges de personnel, et puis ces fameuses dotations aux amortissements et provisions. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le fait que l'entreprise mette de côté de quoi pouvoir se maintenir en état. Donc là, vous voyez, vous avez trois taux de marge, bénéficiaire, brut d'exploitation, net d'exploitation, qui convergent beaucoup plus encore ce qu'on a vu avant sur l'idée qu'on se donne beaucoup de mal, on dépense beaucoup d'énergie, mais qu'au final, on ne dégage pas grand-chose. Est-ce que ça va pour vous? Ce qu'on peut quand même voir, c'est qu'entre N-2 et N, tous ces taux de marge ont été en s'améliorant. Ça, pour le coup, c'est sûr. Et puis après, je vais répondre à une commande spéciale de Guillaume. Guillaume m'a parlé tout à l'heure de productivité. Donc, je suis allé m'occuper un peu de tout ça. Alors, je vais faire un peu de place, parce qu'il faut que je récupère mes données pour que vous puissiez les voir. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des charges de personnel, en vous disant les charges de personnel augmentent, mais elles n'augmentent pas forcément au même rythme que n'a augmenté l'activité. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est quel est le taux de productivité du personnel. Finalement, en moyenne, qu'est-ce qu'ils amènent à l'entreprise par leur travail?
Ce que l'entreprise crée comme valeur, c'est la valeur ajoutée. Eh bien, je vais regarder ce que, en moyenne, un ouvrier, un salarié a permis de créer. Je vais donc prendre l'effectif de l'entreprise et ça me sert à diviser ma valeur ajoutée. Pour N-2, ma valeur ajoutée en dessous là, de nos calculs, un petit tableau. Ce tableau me donne le nombre de temps plein en N-2. 180 personnes. Je fais mon petit calcul. Valeur ajoutée divisée par l'effectif, eh bien, me donne le taux de productivité du personnel. Chaque salarié a permis de faire apparaître un peu plus de 110 000 euros de valeur ajoutée. Excusez-moi, j'ai une question. Et ce calcul, eh bien, on va pouvoir le faire pour... Oui. Non, finissez, finissez. Oui. Non, je vous en prie. Ce tableau avec le nombre de personnes, vous l'avez maintenant ou il était dans les lancers? Je ne l'ai pas trouvé. Non, c'est parce que l'effectif, vous l'avez dans l'énoncé. Ah, ok, je n'ai pas vu. Alors. Je l'ai extrait pour vous l'avoir sous la main, parce que j'aime bien pas avoir les choses partout à fouiller quand je peux. Et puis, il y a en fait une ligne que j'ai rajoutée spécialement pour faire plaisir à Guillaume. D'accord. Voilà, la vérité est vraie. Merci Guillaume. Okay. Alors, merci infiniment. Bravo Guillaume. Ouais, merci, super. Désolé. Désolé, j'ai peut-être un peu... je vais dénoncer Guillaume. Donc, un peu plus de 110 000 euros, parce que là, il faut peut-être réfléchir en appliquant les kilo-euros par personne. Le calcul peut être fait pour les autres années. Là, donc, je le duplique. Et vous voyez qu'il y a une augmentation de cette valeur ajoutée par salarié. En N-1, on passe à plus de 123 000 euros de valeur ajoutée en moyenne. En N, on passe à 143 000. C'est-à-dire que si là, je vous fais un petit taux de variation sur la période, eh bien, les salariés sont 30% plus productifs en N qu'ils ne l'étaient en N-2. Et si vous regardez, ils sont 30% plus productifs, mais ils sont donc 8 de plus. On les fait bien travailler. Et c'est aussi pour ça que l'activité a augmenté, et c'est aussi pour ça que l'on voit nos résultats qui ont augmenté sur la période. Est-ce que c'est bon pour vous? Une question juste. Oui. On peut calculer aussi la variation de personnel pour la comparer à la variation du taux d'activité. Aussi, on pourrait dire... Alors, là, vous voyez là... C'est assez simple, c'est 8. C'est assez simple, c'est 8 sur 180, ça va. Ouais. Mais j'imagine sur des... Tout à fait. Là, vous me faites extrêmement plaisir parce que vous êtes typiquement dans la démarche que j'évoquais. Je commence à mettre quelques ratios et puis finalement la curiosité et la faim vient en mangeant. Vous commencez à en rajouter d'autres. Vous dites, ah oui, mais je pourrais comparer à ça, puis à ça. Et là, vous êtes complètement dans la démarche. Ça, c'est positif. Merci beaucoup. Ça, merci. Mais non. Donc, je ne vais pas non plus vous démultiplier parce qu'après, je vais vous mettre des chiffres de partout et vous allez me haïr. Mais il y a effectivement plein de choses qui, maintenant, vont commencer à pouvoir être mises en place. J'ai un deuxième taux de productivité
que je peux faire apparaître. C'est le taux de productivité des équipements de l'entreprise. Finalement, j'ai mis l'équipement en place, j'ai des investissements, et on a vu que l'entreprise a investi sur la fin de la période. Est-ce que ça contribue à créer plus de richesse ou pas? Pour ceci, même réflexe que le précédent, je prends la valeur ajoutée et je vais diviser ça par la valeur de ce qui a été installé comme équipement. Je vais prendre ce qu'on appelle la valeur brute des équipements. La valeur brute, c'est-à-dire en fait la valeur pour lesquelles je les ai achetés historiquement. Voilà. Et c'est en fait la ligne que vous n'avez pas dans l'énoncé, que ça c'est une spéciale dédicace pour Guillaume, que j'ai rajoutée. Donc pour mon calcul, N-2, je prends toujours ma valeur ajoutée 19 920 et je divise ceci par ce que vous voyez dans mon petit tableau juste en dessous, la valeur brute des équipements montant de 4000. Voilà, ce qui me fait 4,98 pour ce taux de productivité des équipements. Ça veut dire excusez-moi, juste la valeur des équipements, vous l'avez prise où? Alors, c'est ce que je disais, comme j'avais une forte demande, j'ai voulu faire plaisir à quelqu'un et je vous ai rajouté une ligne que vous n'avez pas dans l'énoncé. Et c'est vraiment pour plaisir. D'accord, d'accord. Donc ça, vous ne l'avez pas. Ça, j'assume l'affaire. Oui, mais dans l'énoncé, il y a quand même une question sur la productivité. Oui, c'est celle du personnel. D'accord, ok. Merci. J'ai rajouté la donnée pour l'équipement pour que vous puissiez le voir. Puis, je vous ferai un petit cadeau juste après. Mais juste une question. Pour les juste une question toujours par rapport aux équipements. Pardon. Oui, je vous écoute. Oui, juste par rapport aux équipements, ça nous servira plus tard, la valeur avec le DA, là? La valeur avec le DA. Il y a valeur 1000, 1500, DA 100, 150. Juste en dessous des équipements. Ah, ça, non, c'était l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour Jérôme. Ça, on oublie, hein. Je vous le détruis aussi sec. Non, c'était juste pour répondre à la question tout à l'heure. Non, ça ne sert à rien. Ça, si j'avais un tableau, ça serait déjà effacé depuis longtemps. Voilà, comme ça, je vous l'enlève, il n'y a plus de doute. C'est mieux comme ça? Alors, ces trois chiffres, comment on peut les interpréter? Alors, M-2, vous allez dire la chose suivante. Lorsqu'on a pour 1 euro d'équipement installé, celui-ci a permis de faire apparaître 4,98 de valeur ajoutée. Et si donc vous regardez les 2 années qui suivent, eh bien, la situation est en train de s'améliorer. On a certes une entreprise qui
met des équipements supplémentaires en place, mais pour avoir de la valeur ajoutée, elle a besoin d'utiliser de plus en plus intensément son équipement. Vous voyez qu'en N-1, 1 euro d'équipement installé permet d'obtenir 5,31 € de valeur ajoutée. Et quand vous êtes en N, 1 euro d'équipement installé paraît 5,74 €. En fait, l'équipement fait qu'on a 15% comme ça de progression de sa productivité. Vous avez un des secrets de l'entreprise. Elle a 30% de productivité supplémentaire pour ses salariés et elle a 15% de productivité supplémentaire pour ses équipements. Monsieur Clerc, juste, ça devient de plus en plus compliqué à vous entendre, en fait, là. C'est depuis un petit moment, ça rame beaucoup. Ouais, j'ai l'impression, ouais. J'ai pourtant un coup de mes connexions. Mais je pense que... Ouais, les 5 dernières minutes, moi, j'ai pas réussi à suivre. Tu m'entends de moi, ça doit pas beaucoup. On vous entend plus, en fait. Il y a tout le monde qui s'est réveillé, s'est mis sur Internet, je pense, là. Je pense que ça y est, ils sont en train de se lâcher, là. Ça Facebook à mort. Il y a Netflix qui tourne. Ah ouais, là, ça tourne, ça tourne. Je vais peut-être faire un tour dans le salon pour les calmer. La dernière saison de Casa de Papel, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça. Je reviens là pour donc sur mes 3 calculs de taux de productivité des équipements. Le K98 signifie la chose suivante. Pour 1 euro d'équipement installé, eh bien, on a pu générer 4,98 € de valeur ajoutée. L'année suivante, on a investi. Notre équipement est utilisé de manière plus intensive. Pour 1 euro d'équipement installé, maintenant, c'est 5,31 € de valeur ajoutée qui apparaît. Et enfin, la dernière année, on continue dans cette intensité de l'utilisation. Pour 1 euro d'équipement installé, cela rapporte 5,74 € de valeur ajoutée. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait faire une somme, par exemple, entre on fait 110 plus 4,98 et on dit que notre valeur ajoutée se compose de temps, non? Non, c'est tout le problème, c'est que en fait ces taux de productivité, ça a l'air facile comme ça, mais c'est extrêmement compliqué parce que déjà, il faut savoir de quoi on parle. On a la base de calcul, toujours la valeur ajoutée, mais après on la divise par des choses qui sont très différentes. D'un côté, des salariés, et de l'autre, un équipement. Donc en fait, on ne peut pas du tout additionner ça. C'est comme si vous preniez des carottes, des choux-fleurs, et vous me dites, ça fait tant de pommes de terre. Là, ça ne peut pas marcher. C'est en fait des calculs qui sont hétéroclites dans l'approche. C'est seulement leur évolution qui nous permet de dire la situation s'améliore ou pas. C'est avant tout comparatif. Mais on ne peut pas aller sur quelque chose qui est beaucoup plus additif. C'est-à-dire, on n'a pas un moyen pour dire de notre valeur ajoutée totale, qu'est-ce qui a participé à sa création, on va dire. Alors, on peut seulement utiliser, éventuellement, il y a les 2 pourcentages qui sont là, en disant que sur les 2 tableaux, équipement et salariés, on a une intensification de l'utilisation, du travail qui est fait. Mais les deux sont liés, parce qu'on peut imaginer d'ailleurs que sous les équipements, vous avez aussi les salariés qui travaillent. Donc le fait d'utiliser plus intensivement l'équipement est lié au fait que les travailleurs travaillent de manière aussi plus intensive. Je m'explique, hein. Vous avez une machine que vous utilisez pendant 5 heures, ça veut dire aussi que vous avez un salarié qui est pendant 5 heures à côté de la machine. Si la machine, vous la faites travailler pendant 8 heures,
eh bien, l'intensification va aussi porter sur le temps de présence du salarié, par exemple. Donc, vous êtes en fait sur deux éléments qui sont imbriqués. Et alors après, on peut faire des choses, mais il faut aller vraiment, vraiment sur la décomposition. Les 15%, vous les trouvez comment? Enfin, alors, les 15% qui sont ici, là, je vais faire apparaître mon calcul, c'est prendre en fait sur la période, comme tous les taux de variation, le niveau auquel est arrivé en N, en le comparant à celui qui est de N-2. Mais ça, le petit pourcentage, hein, c'est le petit plus. Hein. Et ça va toujours pour vous. Je vous en rajoute un petit pour vous faire plaisir. Que l'on appelle l'intensité capitalistique. Et qui va en partie, mais seulement en partie, hein, répondre aux questions qu'on vient de me poser. L'intensité capitalistique, je vais essayer de dire, mais voilà, on a mis effectivement des équipements en place, à disposition de salariés pour leur travail. Est-ce qu'ils ont de plus en plus d'équipements disponibles à leur disposition, ou est-ce qu'ils arrivent à faire plus avec ce qu'on leur a mis entre les mains? Donc, le calcul, ça va être de dire, je prends la valeur brute des équipements et je le divise par l'effectif de l'entreprise. Voilà, la valeur brute des équipements divisée par l'effectif de l'entreprise. Alors pour N-2, valeur brute des équipements, 4000. Nombre de salariés, 180. Mon petit ratio est de 22,2. Alors n'oubliez pas, on est en kilo-euros. Hein. Ça, c'est bien le truc à avoir en tête. Ce que je peux dire, c'est qu'en N-2, en moyenne, un salarié a eu à sa disposition des équipements pour un peu plus de 22 000 euros. Donc ça vous donne un peu les moyens qu'on lui donne hein, pour son travail. J'ai étendu le calcul sur les autres années. Et ben, vous voyez que là, cette intensité capitalistique, tout doucement, a augmenté. Vous sentez bien, là, cette fois-ci, que la recette aussi de l'entreprise, ça a été de mettre du matériel plus performant. On a en N-1 un peu plus de 23 000 euros maintenant de matériel à disposition par salarié. En N, on passe à 25 000 euros par salarié en moyenne. Donc là, une progression de l'équipement en moyenne. Est-ce que vous pouvez comme ça maintenant en déduire? Parce qu'on a effectivement plus... Déjà, une question. Oui. Pardon. En fait, là, on définit la productivité de l'employé face au matériel qu'il a, c'est ça? Alors maintenant, on regarde finalement qu'est-ce qu'on a mis à disposition du salarié pour qu'il puisse travailler. Voilà. Ce qui est une dimension aussi de la productivité. Plus j'ai du matériel performant entre les mains, plus ma performance en tant que salarié
devrait être importante. Donc en fait, on se rend compte qu'en N, il est plus performant qu'en N-2. Alors en N, on lui a mis plus de matériel à sa disposition. Ah, on lui a mis plus de matériel, ok. Ah oui, en N-2, il en a pour 22 000 euros. En N, il a pour 25 000 euros de matériel à sa disposition. Mais ça veut dire que l'employé utilise plus de matériel qu'avant, ce qui n'est pas forcément un bon signe, parce qu'on devrait pouvoir réduire le matériel, enfin, optimiser le travail en réduisant l'investissement dans le matériel. Ouais, mais regardez l'évolution de l'effectif. Vous avez eu 30% d'augmentation de votre production. Et votre 30% d'augmentation de production n'a pas nécessité 30% de personnes en plus. Donc en fait, on a des équipements qui ont été installés, qui quelque part permettent de se substituer au personnel dont on aurait eu besoin. Regardez en N. Donc là, si on fait l'addition entre la progression en termes d'effectifs et la progression en termes d'équipement, on devrait retrouver plus ou moins la progression en termes de production. Alors faites attention parce que ce que vous avez sur l'équipement, c'est la valeur de votre équipement. Et regardez par exemple le matériel informatique. Vous vous projetez il y a très longtemps en arrière, une entreprise qui avait un ordinateur, ça allait coûter très cher pour pouvoir l'installer. Aujourd'hui, vous arrivez à équiper un salarié avec un ordinateur portable. Je crois que malheureusement, ces temps-ci, vous êtes un peu au courant du truc. Quand même, pour pas très cher. Et en plus des équipements qui sont capables de faire beaucoup, beaucoup plus d'opérations que pouvait le faire un ordinateur, ne serait-ce qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc là, c'est cette tendance-là. On investit, on met des équipements nouveaux, sauf qu'ils sont beaucoup plus productifs et beaucoup plus automatisés. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir aussi une modification substantielle de la nature du travail d'un salarié. De la personne qui fait du façonnage, vous avez quelqu'un qui va être beaucoup plus sur de la commande numérique. Si vous suivez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que vous avez un effectif, vous voyez, qui n'a quasiment, enfin, qui a légèrement augmenté, mais je pense que si on faisait notre calcul, que je vais vous faire en direct, l'augmentation du nombre de personnes qui travaillent, eh bien, n'a rien à voir avec l'augmentation de ce que fait l'entreprise. Vous avez 4% de personnel en plus pour 30% de production en plus. Donc, vous voyez, l'outil matériel, l'équipement, là, a joué à plein. Ils ont compris que, enfin, je fais attention de ne pas faire trop de jugement de valeur quand même, mais ils ont modernisé l'outil de production qui automatise beaucoup plus les tâches et les salariés, eh bien, on a nettement moins besoin d'un nombre important de personnes. Historiquement, d'ailleurs, vous ne l'avez pas, mais c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Ils vont avoir beaucoup moins de monde à la production au fil des ans et de plus en plus mettre des gens commerciaux sur le terrain pour aller vendre les produits. Comme on parle justement en termes de ratio, donc pour moi, c'est pas important si c'est en nombre d'employés versus montant. Donc, si juste on calcule la deuxième ligne, donc on a 4%, si on calcule l'évolution des équipements, on a 18%, donc ce qui fait un total de 22%. Non, là, vous pouvez pas. Parce qu'en fait, vos équipements, c'est toute problématique. Aujourd'hui, par exemple, des entreprises qui ont une production industrielle, la productivité d'une machine aujourd'hui par rapport à une machine qui a quelques années n'est plus forcément la même, alors qu'elle peut avoir exactement la même valeur à l'achat. Vous avez pu acheter une machine il y a 20 ans pour 10 000, vous achetez aujourd'hui une machine qui vaut aussi 10 000, mais elle est capable de fabriquer beaucoup plus de produits. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc moi, par exemple, donc moi, quand par exemple j'additionne les deux augmentations, j'arrive à 22%, alors qu'en termes de productivité de main-d'œuvre, on a 30%, c'est-à-dire qu'avec moins d'augmentation, qu'avec 22% d'augmentation à ce niveau-là, on a pu faire 30% de productivité. Alors effectivement, par contre, je n'additionnerai pas les deux pourcentages parce que c'est pas la même nature. Mais ça vous donne en fait des éléments de convergence. Très peu d'effectifs en plus, des équipements qui sont renouvelés mais beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs. Et les deux
convergent pour que le nombre de salariés inchangé, forcément, on les fait bosser plus. C'est plus intense pour eux. Et le matériel lui-même, une machine fait plus que faisait une machine par le passé. Donc, ce qui vous permet de faire plus au total. Moi, j'ai juste une question. Je sais qu'il y a une tonne de ratios, mais juste pour moi, je pense que les 3 premiers, c'est les plus importants. Après, les autres, vous les avez rajoutés pour Guillaume. Est-ce que c'est important? C'est important parce que ça vous... Alors, celui-ci, j'avais prévu de vous en parler. Le taux de productivité du personnel. Ok. Parce qu'il vous explique ce qui se passe. Personnel inchangé, charge de personnel qui ont augmenté. La piste qu'il faut explorer, c'est se dire, si on a le même nombre de personnes théoriquement qui sont payées plus cher, c'est qu'a priori, certains ont changé de métier. Parce que vous avez des gens qui doivent certainement être commissionnés, des commerciaux qui vendent plus, donc gagnent plus, et des gens qui sont à la production pour lesquels finalement le salaire ne change pas avec le niveau de la production vendue. Et c'est pour ça que vous avez le changement d'ailleurs du montant de charge de personnel. C'est vrai que cette entreprise-là, je la connais bien, donc j'ai aussi des détails que vous n'avez pas dans l'énoncé, mais c'est typiquement ce qu'on a vu faire. Il y a des gens de la production qui ont quitté l'entreprise. On leur a expliqué que voilà, ils avaient des aventures à faire ailleurs. Et on a du personnel, c'est très vrai en N-1 et en N, qui a été intégré, mais qui sont des gens qui sont d'un côté des acheteurs et des gens qui sont des commerciaux, qu'on a mis sur le terrain pour écouler la production, donc susciter des commandes. On est passé d'une entreprise qui était beaucoup plus en « j'attends la commande » à l'entreprise qui suscite la commande. Moi, j'ai juste une question sur un autre ratio, c'est celui de taux de marge brute ou la taux de marge brute industrielle. Donc là, on ne l'a pas utilisé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait quand même tenir compte? Si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait aussi le faire maintenant dans cet exercice? Alors, on pourrait tout à fait le calculer. La seule chose, c'est que faut que je vérifie une chose sur mon compte de résultat, parce que là, j'ai un trou de mémoire. J'ai la matière première. Oui, j'ai la matière. Et l'approvisionnement. Donc ça, on peut effectivement le faire. Pour calculer ceci, là, je vais vous faire des allers-retours. J'ai besoin d'aller chercher ce que l'on appelle la marge brute industrielle de l'entreprise. Et cette marge brute industrielle, eh bien, ça va être pour nous de dire notre entreprise, elle va avoir une production qui est réalisée et on va retrancher la valeur de ce qui est la consommation de matières premières. Donc, ça nous ferait la chose suivante. Production de l'exercice moins matière première consommée. Ça, c'est la première étape de notre calcul. Et une fois qu'on a cette marge brute industrielle, je vais arranger un petit peu l'aspect de mon affaire. Une fois qu'on a notre marge brute industrielle, on pourra passer à la deuxième étape, qui est un calcul de taux de marge brute industrielle. C'est-à-dire ce que l'on vient de voir juste avant, la marge brute industrielle divisée par le chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que c'est un calcul qui est un peu plus complexe que ce qu'on a vu avant. Je ne voulais pas vous le donner tout de suite pour ne pas vous finir, vous acheter. Et la marge brute industrielle, je vais commencer par son calcul. Pour cela, je prends la production de l'exercice et je lui retranche. Il me faut le compte de résultat. Je vais aller me le chercher. La valeur
de ce que j'ai consommé comme approvisionnement. Ici, en N-2, 37 440 achetés durant la période et 1000 qui ont été pris dans les stocks des périodes précédentes. Ce qui me donne une marge brute industrielle en N-2 d'un peu plus de 27 000. Est-ce que c'est bon pour ce calcul ou est-ce que je vous le refais? On va le refaire, s'il vous plaît. On va le refaire. Allez, j'efface tout, je recommence. Alors, pour mon calcul de la marge brute industrielle, premier élément, premier étage de la fusée, je prends la production de l'exercice. En N-2, 65 500. Ensuite, je vais retrancher ce que j'ai pu consommer comme matière première. Pour ceci, je vais dans le compte de résultats où j'ai plus de détails. Et dans le compte de résultats, en N-2, vous avez ce que j'ai consommé, à savoir 37 440 achats de l'année, mais j'ai aussi 1000 qui provient du stock de nos approvisionnements issus des années précédentes. Soit 27 060 de marge brute industrielle. Et je vais me permettre de dupliquer le calcul en tirant vers la droite. Voilà, vous voyez l'évolution de ma marge brute industrielle. Alors, on voit effectivement qu'elle progresse. Ce qui va être important, c'est pouvoir la rendre, la mettre en perspective par rapport au chiffre d'affaires qu'on a réalisé. Pour ceci, donc je reprends ma marge brute industrielle pour N-2 et je vais la diviser par mon chiffre d'affaires. Je vais nous mettre ça en pourcentage. Excusez-moi, il ne fallait pas la diviser par la production de l'exercice? Alors, la production de l'exercice, alors je peux avoir deux versions. Là-dessus, vous avez complètement raison. Je peux avoir la version où je compare à la production, ouais, pourquoi pas, ou la version qui est de dire finalement qu'est-ce qui est vraiment obtenu par l'entreprise, c'est ce qu'elle a vendu à ses clients, en fait, ce qui lui permettra d'avoir un revenu, un encaissement. Donc, moi, j'ai tendance à préférer la rapporter au chiffre d'affaires. Mais vous pouvez tout à fait la rapporter aussi à la production. Les deux évoluent en fait dans le même sens, normalement. Et on pourra le faire, si vous voulez, avec la production juste après, hein, ça sera la même chose. Et si vous l'appliquez aux deux autres années, vous voyez là, les évolutions qu'on a pu rencontrer par le passé se confirment. Le taux de marge brute industrielle connaît aussi une croissance. Elle n'est pas énorme, hein, notamment sur la fin, mais croissance quand même. Et là, vous pourrez dire, pour 100 € de chiffre d'affaires réalisé, en N-2, j'ai dégagé 44,8 de marge brute industrielle. Je vais le dire autrement. Pour 100 € de chiffre d'affaires récolté, je vais avoir 55,2 € qui ont servi à couvrir la matière première consommée. Et là, pour l'entreprise industrielle, c'est souvent parlant parce que ça vous dit finalement ce qui vous reste de ce que vous avez pu obtenir comme richesse, une fois que finalement l'élément de base de votre production, la matière première, est couverte. Et donc là, vous voyez que vous avez aussi une amélioration. Mais là, je suis face à un ratio, j'aurais tendance à vous dire, est-ce qu'il m'apprend quelque chose de plus que ce que je connais?
Et ma réponse, vous dire, bah là, on commence à avoir du doublon. Parce que ce que je viens de vous dire là, eh bien, on l'avait vu apparaître, si vous vous souvenez, ici. Quand à l'époque, je vous avais dit, eh bien, avec 30% d'augmentation de nos ventes, etc., on n'a eu que 28% d'augmentation des consommations qui venaient de l'extérieur. Donc, effectivement, j'ai pour une même quantité fabriquée, consommé moins. Ce que nous montre aussi la marge brute industrielle, sous forme de taux. Voilà. Et là, normalement, en ayant rajouté ça, ça a dû contribuer à vous mettre un peu de brouillard. Oui. Ouais, c'est ce que je voulais éviter. Jordana, je vous entends très mal là. Merci Karim. Moi, j'ai une question en fait, juste par rapport à ce taux de marge. Parce que moi, en fait, quand on me parle de taux de marge, j'ai plutôt envie de faire par rapport aux matières consommées en fait, parce que c'est plutôt le taux de marque en fait qui va se rapporter au chiffre d'affaires. Alors, je vais peut-être faire une petite mise au point parce que, pour ça, je ne sais pas si vous l'avez eu en contrôle de gestion. Ce qui va vous permettre peut-être de beaucoup relativiser les choses. Moi, ce que je donne toujours, dès que je commence un cours de contrôle de gestion, je dis aux étudiants, qu'est-ce que c'est qu'une marge? Et la réponse est de dire une marge, eh bien, c'est un chiffre d'affaires auquel on a retranché un coût partiel. À partir de là, des marges, vous en avez des dizaines et des dizaines de différentes que vous pouvez calculer. Vous pouvez faire des marges sur coût d'achat, sur coût de production, sur commercialisation. Vous voyez, ça laisse la porte à beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ce qui peut-être quelquefois est perturbant parce que tout peut s'appeler taux de marge.